Bien, commençons par donner quelques définitions importantes associées à notre domaine. Donc, le machine learning ou apprentissage automatique correspond à finalement une automatisation par une machine, un ordinateur, d'un ensemble de tâches qui peuvent être soit fastidieuses, répétitives à faire par l'homme, soit éventuellement trop compliquées de mise en relation de différents concepts et données entre elles. Alors, cette automatisation de tâches, elle est finalement liée à une forme d'extraction de connaissances et de modèles à partir d'un ensemble de données. Alors ces données, c'est finalement le produit de ce qu'on appelle l'ère du numérique, c'est-à-dire qu'on génère un grand nombre de données qui augmentent quasiment de manière exponentielle, en tout cas sur ces 20 dernières années. Donc c'est pour ça qu'on parle de données massives. Et cette production d'informations a augmenté notamment grâce à notre capacité de stockage et de transport des informations sur le réseau, mais aussi notre capacité à acquérir de l'information au travers, par exemple, de capteurs, d'objets connectés ou éventuellement de dispositifs à visée scientifique relativement complexes. Donc ces masses de données qui sont générées en fait vont servir à alimenter ces algorithmes d'apprentissage automatique dans un but précis. Alors parmi ces modèles d'apprentissage automatique, il existe une sous-catégorie donc qui va nous intéresser un petit peu pendant ce cours. Donc c'est la catégorie du deep learning qui est basée principalement sur un type de modèle précis qui sont des réseaux de neurones. Donc ce n'est pas des neurones au sens biologique du terme, mais ce sont des neurones au sens mathématique du terme, et nous présenterons ça un petit peu plus loin. Bien, poursuivons maintenant avec une définition un petit peu plus formelle de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas vraiment une discipline récente, puisqu'elle a été créée en fait juste après la Seconde Guerre mondiale, donc au début des années 50. Et grosso modo, elle vise surtout à reproduire les capacités liées à la cognition humaine. Donc, elle a été majoritairement symbolique à ses débuts, c'est-à-dire en fait, on a cherché d'abord à représenter les connaissances sous une forme informatique et à être capable de modéliser le processus d'induction, d'inférence, c'est-à-dire notre capacité à créer de la connaissance à partir de connaissances déjà existantes. Et le terme est revenu surtout à la mode ces dernières années euh, pour ses aspects numériques, c'est-à-dire plutôt l'exploitation des données et l'exploitation des masses de données qui sont disponibles. Alors non pas que la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle symbolique ne soit pas féconde, c'est pas du tout le cas, au contraire aussi avec beaucoup d'avancées, mais c'est surtout dans le domaine justement de ces aspects numériques qu'on a observé le plus d'améliorations significatives au cours de ces dernières années. Alors, dans tous les cas, si on devait donner une définition relativement, on va dire, générale de l'intelligence artificielle, on dirait qu'elle cherche d'abord à viser, à faire exécuter par l'ordinateur des tâches pour lesquelles finalement un humain est actuellement meilleur que la machine. Donc ça veut dire que quelque part, si on examine une tâche pour laquelle en fait la machine est déjà meilleure que l'humain, en fait c'est plus vraiment de l'intelligence artificielle. Et un bon exemple, c'est si on fait la multiplication de deux grands nombres, on est capable de faire le calcul, mais sans doute qu'une machine sera capable quasiment instantanément de donner le résultat. Et pour autant, en fait, ça ne constitue pas vraiment de l'intelligence artificielle. Alors examinons maintenant une sorte d'historique lié à cette intelligence artificielle. Donc comme je vous le disais, elle a débuté à la fin de la Seconde Guerre mondiale et notamment au travers des travaux d'Alan Turing qui visaient surtout à voir s'il était possible de générer automatiquement de la connaissance mathématique puisque finalement, on est capable, en combinant différents théorèmes et différentes hypothèses, de produire de nouveaux théorèmes et de nouvelles connaissances. Est-ce qu'on peut automatiser ce processus? Est-ce qu'on peut chercher à prouver automatiquement un théorème dans le domaine des mathématiques? Et si oui, comment est-ce qu'on formalise tout le mécanisme lié à ce cheminement? Donc les travaux d'Alan Turing en fait ont connu un certain nombre en fait
d'avancées et de rebondissements entre les années 50 et 70, et notamment donc, à la fois par un certain nombre de premières réussites, mais aussi un certain nombre de difficultés, où on s'est rendu compte notamment de la difficulté qu'on pouvait avoir à utiliser ou à manipuler des connaissances qui ne sont jamais exprimées explicitement. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas capable de décrire un processus complexe dans son intégralité pour le formaliser de manière informatique, on s'expose à un certain nombre de difficultés qui rendent des problèmes très compliqués. Alors, du coup, les premières avancées ont eu lieu dans le domaine de la représentation des connaissances, donc surtout sur cette visée symbolique, mais aussi quelques théorèmes et quelques résultats sur l'impossibilité de représenter toutes les connaissances et sans doute le fait qu'un ordinateur ne peut pas en fait être une modélisation parfaite de à la fois de nos mécanismes cognitifs et aussi de l'univers dans lequel on habite. Alors, une fois qu'on est sorti de ces constats-là, on arrive à la conclusion qu'il est nécessaire de ne pas tout rédiger sous une forme générique et qu'il faut, dans une certaine mesure, en fait, être capable de laisser une part du système que l'on cherche à décrire, à simuler, non décrite et non représentée. Alors, entre les années 70 et 1980, finalement, on s'aperçoit que l'intelligence artificielle va chercher à se spécialiser sur des tâches en fait beaucoup plus spécifiques. Donc, on n'est plus sur la modélisation finalement de la cognition humaine, on va être plutôt sur la modélisation de quelques tâches très spécifiques, comme par exemple la compréhension du langage naturel, la démonstration automatique de théorèmes. Cette notion liée à la représentation des connaissances, et aussi des tâches spécifiques comme la programmation de certains jeux, être capable de faire une machine qui joue aux échecs, qui joue aux dames, etc. Donc là, ce qu'on aperçoit, c'est que les objectifs finalement de l'IA sont réduits à la résolution de problèmes très spécifiques. Et finalement, quand on est toujours dans cette historique, même en se concentrant sur des problèmes qui sont en apparence simples, on se rend compte que la résolution de ces problèmes dits simples sont assez complexes. Donc typiquement, en fait, si on prend le problème de reconnaissance du sujet associé à une image, là j'ai mis une image de panda par exemple dans la partie gauche de l'écran, et si finalement je présente cette image à n'importe quel enfant sans doute de plus de 4 ans, en fait, la réponse sera automatique et on se dira « Ah, c'est un panda ». Mais finalement, ce problème relativement simple, il prend un sens beaucoup plus complexe quand on regarde du point de vue de la machine, parce que du point de vue de la machine, finalement, ce panda est une collection de bits à 0 et à 1, qui font que l'interprétation comme un tout, un objet structuré qu'on peut reconnaître comme étant spécifique, on peut lier spécifiquement à cette catégorie d'objets qui sont les pandas, est un problème qui est extrêmement complexe. Donc, même avant d'aller vers des images de pandas, ce qu'on peut voir, c'est que le problème de reconnaissance d'objets dans des images est un problème qui a paru extrêmement complexe et qui typiquement a marqué une période qu'on a appelée l'hiver de l'IA, parce que sur un problème tout simple, encore beaucoup plus simple que finalement notre capacité à dire si une image est un panda ou pas, sur la reconnaissance de caractères numériques, on s'est heurté à des véritables difficultés. Donc typiquement sur la question qu'est-ce qu'un 2, effectivement si je trace un 2 à l'aide de ma tablette, je vais avoir différentes manières de le tracer, différentes formes de représentation, et certaines vont être plus ou moins complexes, mais on voit que, ne serait-ce que pour mon écriture, en fait, il y a plein de 2 possibles. Donc je ne peux pas encoder de manière générale ce qu'est un 2, et le fait que si je demande à n'importe quel autre utilisateur de dessiner un autre 2, il va sans doute avoir encore une fois un niveau de représentation qui sera très différent, avec des points d'inflexion qui seront différents, etc. Et donc, être capable d'encoder cette variabilité, non pas de décrire explicitement cette variabilité en disant bah, les 2 ils sont comme ci, comme ça, mais être capable de faire une machine qui reconnaît comme à l'image de n'importe quel être humain, en fait, qui reconnaît un 2 et qui est capable de le distinguer, c'est une tâche qui est apparue
à l'époque déjà relativement difficile. Alors, si on poursuit un petit peu cette chronologie, on se rend compte qu'à partir de 2005, finalement, on a aussi une explosion un petit peu plus, un essor associé à ces questions liées à l'intelligence artificielle. Alors, les grandes sources de données liées, les grandes sources de ce progrès, pardon, sont liées à l'augmentation justement du nombre de données et notre capacité à intégrer ces données dans les algorithmes. Et aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, en fait, avec l'avènement de l'ère du numérique, mais aussi, quelque part, à l'augmentation de nos capacités de calcul, à la fois en termes de vitesse de traitement et de capacité de traitement de grandes masses de données. Donc, typiquement, le deep learning, lui, utilise fortement, en fait, les GPU, qui sont les cartes graphiques dans nos ordinateurs, dont l'usage principal a été un petit peu détourné pour systématiser un grand nombre de calculs qui sont faits par ces algorithmes d'apprentissage. Alors, effectivement, donc, pour revenir à cette idée qu'on a déjà un petit peu présentée, le machine learning et l'apprentissage automatique sont vraiment, finalement, ce pendant de l'intelligence artificielle, cette sous-catégorie de l'intelligence artificielle qui cherche à exploiter donc ces masses de données au travers d'algorithmes. Donc, pour le deep learning, finalement, on s'aperçoit que même si finalement les premiers modèles de réseaux de neurones sont des choses qui datent et qui ont été développées dès le début en fait des travaux sur l'intelligence artificielle, c'est uniquement qu'à partir de 2010 qu'on s'aperçoit que ces méthodes-là arrivent à battre de manière consistante et parfois avec des écarts impressionnants les autres méthodes en apprentissage automatique. Et on peut conjecturer qu'en fait, ce retour des réseaux de neurones et des modèles associés est lié notamment à leur capacité à justement exploiter les masses de données qui sont mises à disposition de ces modèles-là. Bien. Alors, maintenant, donc, on est dans une ère où finalement l'intelligence artificielle fait extrêmement parler d'elle parce que justement des résultats ont été obtenus dans plusieurs domaines. On peut citer notamment en fait le domaine de la vision par ordinateur, où là en fait on suppose que la machine est capable, au travers de capteurs de type vision, c'est-à-dire une caméra, un appareil photo, éventuellement un capteur optique satellite, est capable d'analyser automatiquement une image et d'extraire des informations liées au contenu de cette image. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement utilisé par exemple dans le domaine de la conduite automatique et les voitures autonomes. Alors, on a aussi un autre champ d'application qui est le traitement du langage naturel. Alors par traitement du langage naturel, il faut comprendre plusieurs choses. Ça peut être la traduction automatique de texte, ça peut être l'analyse de sentiments, être capable de dire finalement quelle est l'impression générale qui se dégage d'un texte, mais ça peut être aussi être capable de résumer automatiquement un texte ou faire des analyses plus fines liées au contenu. Et on a aussi tout l'aspect générationnel, synthèse, être capable de synthétiser une voix, être capable de synthétiser quelqu'un qui parle, par exemple. Ce sont des choses qui ont eu énormément de succès avec le développement du deep learning. Alors, on a la même chose du côté du traitement des données audio. Là encore, avec la synthèse audio, la synthèse musicale, ou encore l'analyse et le décryptage de données sonores. Donc bien évidemment, il y a aussi des cas de figure où, par exemple, on peut combiner ces différentes modalités, combiner la vision avec la donnée audio. Là, récemment, il y a eu encore des papiers qui portaient sur notre capacité éventuellement à lire sur les lèvres et à synthétiser de l'audio, de la parole, à partir de juste l'information du mouvement des lèvres. Alors, toutes ces méthodes-là, en fait, peuvent se rejoindre sous l'idée en fait, qu'on peut au travers de l'IA, développer des modèles prédictifs. Donc, modèle prédictif, ça peut être en météorologie, par exemple. On peut chercher à prédire le temps qu'il fait, mais ça peut être aussi sur de l'analyse de données clients ou éventuellement même des données relatives à des flux financiers, etc. Et puis, il y a une grande catégorie d'applications en IA, c'est les systèmes de recommandation, c'est-à-dire être capable de proposer éventuellement à un certain nombre
un certain nombre d'utilisateurs, un ensemble de produits ou de sujets qui pourraient les intéresser. Et ça passe par une analyse automatique de leur profil et éventuellement la mise en correspondance de leur activité recueillie sur différentes parties du web ou dans différentes applications. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que la plupart de ces applications en fait, couvrent un champ vraiment extrêmement important, mais on voit aussi qu'il y a certains domaines qui sont un petit peu critiques, on va dire, du point de vue de la sécurité. Je citais le point de vue, l'exemple des voitures autonomes. Donc effectivement, une voiture autonome, est-ce elle repose en partie, en tout cas, sur l'exploitation d'algorithmes de vision par ordinateur qui vont être capables de détecter automatiquement si un piéton circule ou si une voiture se trouve à l'arrêt devant nous, etc. Est-ce que finalement, en supposant que quelqu'un souhaite attaquer ou souhaite modifier le comportement de cet algorithme, est-ce qu'il est nécessaire de réfléchir fortement au biais par lequel il pourrait faire cette attaque et d'analyser à la fois la vulnérabilité des algorithmes existants et aussi éventuellement anticiper sur un certain nombre de défenses qu'on pourrait mettre en œuvre pour défendre notre modèle.